En tout cas, merci de m'avoir invité pour, témoigner sur voilà, notre expérience en tant qu'entreprise et puis peut-être moi, mon vécu en tant que manager sur la gestion de la semaine des 4 jours. Donc juste pour vous resituer très rapidement, Alpizer Habitat, c'est un bailleur social. On est présent sur, l'Isère, l'Ain et le Rhône et notre métier, c'est de construire des logements sociaux, des équipements, des pôles médicaux, enfin voilà, construire, des bâtiments, principalement des logements, d'en assurer la gestion et l'entretien et de gérer la relation client. Donc ça, c'est un paramètre important, dans la mise en place des 4 jours, puisque la relation client ne s'arrête pas évidemment et ne se limite pas à 4 jours par semaine. Et nous, on aime à dire qu'on exerce notre métier avec un supplément d'âme, puisqu'on porte une attention particulière aux publics fragiles et aux questions d'inclusion, de gestion des transitions. On est 650 salariés répartis sur 9 sites. Moi, je vais vous partager une expérience en vous retraçant 2 grandes phases. Une phase qui va aller de 1998 à 2019, qui est la phase, d'aménagement et de réduction du temps de travail, puisqu'on a signé un accord de RTT, et une phase depuis 2019, où là, on est plutôt dans une logique d'entreprise libérante et qui a capitalisé, en fait, sur l'expérience, passée. Alors, la mise en place de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail, elle date de 1998. Donc, je suis allée rechercher, je fais des recherches, on a signé le 23 décembre 98 dans le cadre de la loi de juin 98, dite loi Aubry sur les 35 heures. Et donc à l'époque, l'État encourageait les entreprises qui signaient un accord avant la fin de l'année 98 pour une mise en place en 99, finançaient des emplois supplémentaires. Donc ça a été un booster. L'idée cheminait déjà depuis un petit moment, mais le fait qu'il y ait ces emplois à la clé, fortement a aidé à accompagner la répartition des missions, des salariés. Et donc à l'époque, on a recruté 27 personnes, principalement en proximité, pour assurer la continuité de service, notamment en direction des locataires. Et donc on a appliqué cet accord au 1er janvier. Alors comment ça s'organisait? Donc c'était une semaine de 4 jours par semaine, avec un engagement sur 1 an qui était calé sur l'année scolaire, puisque l'idée c'était que les parents notamment puissent avoir une visibilité sur l'organisation de leur semaine, et notamment pour ceux qui devaient s'occuper de leurs enfants. Donc un engagement sur 1 an. Les jours de repos étaient fixes. Ça, c'est important de le dire parce que ça fera partie des éléments de bilan. Donc on pouvait poser les lundis, les mercredis ou les jeudis. Et si vous aviez décidé que vous étiez aux 4 jours et qu'avec votre repos le mercredi, c'était toute l'année, c'était le mercredi. Quoi qu'il arrive, c'était le mercredi. Et la journée de travail était de 8h20, avec la particularité d'avoir des plages souples et des plages flexibles. Donc on pouvait arriver de 7h30 et travailler jusqu'à 13h15, et on pouvait reprendre de 13h15 jusqu'à 19h. Donc ce qui donnait une grande souplesse aux gens et une amplitude horaire importante, notamment pour gérer l'accueil client. Et sur ces plages-là, donc bornées, on avait 9h, 11h et 14h, 16h qui étaient des plages dites obligatoires, où les gens devaient impérativement être là. On avait donc un système de badgeage et la comptabilisation du temps était faite à la semaine et lissée au mois. Donc il y avait un fort enjeu de continuité de service, hein, on délivre des services au public. La pause obligatoire était de 45 minutes le midi, donc ce qui ajoutait aux 8h20 par jour, les 45 minutes de repas. Et donc tout le personnel badgeait et on ne payait pas d'heures supplémentaires. Alors pourquoi on a mis ça en place? Alors je vous ai parlé de l'effet booster, mais l'idée c'était d'améliorer la qualité de vie des salariés, de favoriser les embauches aussi, puisque pendant très longtemps, cette organisation sur 4 jours, a été un facteur d'attractivité pour l'entreprise. Et puis donc d'améliorer la qualité de vie au travail. Les salariés ont longtemps plébiscité ce jour de repos hebdomadaire, notamment pour développer des projets personnels, je vous en parlerai tout à l'heure. Beaucoup se sont mis à faire de l'enseignement, par exemple. Donc voilà sur l'organisation. Donc l'organisation était annuelle. Alors en termes de bilan, cette organisation-là, elle a amené, beaucoup de choses positives. Il n'y a eu absolument aucune résistance dans l'entreprise. C'est-à-dire que ça n'a pas été un sujet. La mise en place de l'organisation, la gestion de la charge de travail, il y avait une telle envie de passer à 4 jours qu'on s'est dit: «On va le faire et puis on s'organisera dans la durée». Donc tout le personnel était favorable, il n'y a vraiment eu aucune résistance. J'ai repris l'accord, il a été signé par toute l'intersyndicale à l'époque et donc c'était vraiment perçu comme une avancée sociale, d'autant que c'est important de le dire, il n'y avait pas de perte de salaire. Donc les gens passaient de 5 jours à 4 jours sans perte de salaire. Donc c'était un accueil très favorable.
Ça a permis une organisation du travail qui a longtemps été un facteur d'attractivité, je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça a sensiblement amélioré l'efficacité et la productivité de l'entreprise parce que les gens se sont mis à être un peu, alors, c'est ce qu'on se dit ici reste ici, se sont mis à être un peu plus efficaces dans l'organisation de la gestion de leur temps. Les ordres du jour des réunions étaient donc préparés, ce qui n'était pas toujours le cas avant. Et puis, il faut se dire qu'en 98, ça s'est inscrit aussi dans un contexte où on commençait à généraliser la bureautique, on commençait à développer Internet, etc. Donc, les outils ont aussi accompagné cette amélioration de la productivité interne. En guise de point négatif, le premier point négatif que l'on a perçu, c'est le regard externe. C'est-à-dire qu'on a longtemps été perçus comme des gens qui ne travaillaient pas beaucoup, parce que la perception de travailler sur 4 jours renvoyait le fait qu'on travaillait moins que les autres. Et donc, on a dû beaucoup rendre des comptes. Voilà, on a une tutelle. Enfin, on a dû beaucoup voir. Voilà, ça veut pas travailler sur 4 jours, ça ne veut pas dire moins travailler que les autres. Donc, voilà, on n'est pas une entreprise de planqués. Et donc, le regard externe a longtemps été assez pesant. Ça, c'est anecdotique, on va dire. La principale rigidité, c'était la rigidité dans la difficulté, pardon, c'était la rigidité dans l'organisation du travail, notamment pour les activités saisonnières. Je pense à Claire qui vient de la finance, enfin, les financiers, les comptables qui sont soumis à des saisonnalités pour la production des comptes, des budgets, etc., ont besoin parfois d'avoir un pic d'activité et cette rigidité très forte de l'organisation du jour fixe ne coïncidait pas forcément aux enjeux de certaines activités, d'autant que les gens s'étant organisés ne pouvaient pas forcément facilement déroger à ce jour-là de travail. Donc en cas de surcharge temporaire ou d'événements exceptionnels ou d'activités saisonnières, ce n'était pas forcément adapté. Ensuite, l'autre chose, c'est qu'on a noté une complexité à organiser des réunions dans la mesure où, comme on pouvait prendre le lundi, le mercredi et le vendredi, nous n'avions que 2 jours fixes. Et sur ces 2 jours fixes, nous avions 4 heures de plage obligatoire. Donc, autant vous dire que quand on est dans une organisation très transversale, où on a beaucoup d'interactions les uns avec les autres, l'organisation des réunions était un vrai casse-tête qui nous faisait prendre énormément de délais dans la planification des réunions. Un des éléments qui fait partie, je pense, du débat actuel, c'était la pression ressentie aussi par les salariés. C'est-à-dire que ce sont notamment dans une région où je pense que la particularité aussi à Grenoble, c'est qu'on a des embouteillages très importants. La maîtrise du temps de trajet, la garantie de pouvoir arriver à l'heure, de partir à l'heure, de récupérer ses enfants sur des journées qui étaient déjà assez longues, a pu faire peser une pression plus ou moins variable et plus ou moins importante selon les salariés. Qui ont des journées très denses, voilà, très denses parce que la charge de travail était quand même importante. Une difficulté aussi à gérer les déplacements, parce que du coup, il n'y avait pas d'heures supplémentaires, donc on rentrait dans des considérations assez ineptes parfois. Des ressources aussi affectées à cette gestion-là, à ce pilotage-là, c'est-à-dire qu'aux ressources humaines, il y avait des gens qui étaient là pour vérifier que les gens pointaient bien, ne faisaient pas trop d'heures supplémentaires, faisaient des lettres de rappel, des suivis mensuels, etc. Ce qui était, de leur point de vue, pas très intéressant, et du point de vue des salariés, avoir une relation de flicage, déjà. Donc voilà, du coup, ça nous a amené à nous dire, il faut qu'on change un peu de logique. On va sanctuariser cette semaine de 4 jours. En revanche, on va passer dans une logique d'entreprise libérante, et donc on s'est affranchi du temps de travail et du lieu de travail. Et on a passé tout le monde au forfait jour. Donc c'était en gestation en 2019. La crise sanitaire a joué un rôle d'accélérateur formidable et a fait lever toutes les inquiétudes qu'il pouvait y avoir, qui font qu'aujourd'hui, tous les salariés, mais vraiment tous les salariés de l'entreprise ne badgent plus, sont au forfait jour, ce qui permet de lisser les pics d'activité avec un principe de base de 4 jours par semaine, mais sur lequel on peut déroger. Et en parallèle de cette mise en place de la semaine des 4 jours avec le forfait jour, on a déployé le télétravail de façon illimitée. C'est-à-dire que chez nous, les salariés peuvent télétravailler autant qu'ils le veulent dès lors qu'on garantit la continuité de service. Donc voilà, tout le monde est soumis à ce régime-là, sauf la directrice générale. Et donc, les atouts de cette nouvelle organisation, c'est que les gens peuvent déployer des projets personnels. On a une chute vertigineuse de l'absentéisme. Parce que du coup, le fait de concilier maintenant ce forfait jour, cette semaine de 4 jours et le télétravail fait qu'on a chuté sur l'absentéisme. Les gens ont développé des projets personnels extrêmement intéressants qui rejaillissent dans l'entreprise. Beaucoup ont pris des mandats électoraux, des mandats associatifs, pratiquent plus le sport, sont en meilleure santé, peuvent mieux gérer leurs rendez-vous médicaux, personnels, etc. Et donc, ça a aussi contribué à l'évolution des mentalités, à l'égalité entre les sexes, parce qu'on a beaucoup plus de papas aussi maintenant qui s'occupent de leurs enfants grâce à cette organisation. Juste une difficulté, on a quand même des gardiens qui sont présents dans les résidences et eux, c'est plus compliqué à
à appliquer et peut-être une difficulté pour les cadres aussi de sanctuariser cette fameuse semaine de 4 jours qui devient très rapidement une semaine de 5 jours et qu'on récupère jamais vraiment. Voilà. Et puis la semaine de 4 jours n'est plus un facteur d'attractivité dans l'entreprise parce que la tension du marché du travail actuel fait que ça n'est plus l'élément déterminant pour attirer les talents, on va dire. Voilà. Pour moi, il faut 2 ingrédients secrets, un degré de maturité de l'entreprise, une combinaison indispensable, donc de l'organisation du télétravail et du temps de travail, et puis le management par la confiance, parce que du coup, on ne manage plus un temps de travail, mais on manage par objectif, par sens. Et il a fallu faire évoluer la culture managériale. C'est court, c'est trop court. Ah, c'est extrêmement court. Mais là on ouvre en fait on ouvre un 40 minutes, non, à 30 minutes de questions-réponses. Donc tu t'inquiète pas, je pense que les uns et les autres vont pouvoir te ramener sur des éléments clés. En tout cas, tu t'es très bien débrouillée, Audrey. Merci. Ce que je vous propose, c'est que vous avez une question, vous levez la main. Alors physiquement ou avec via l'application. Oui, Eva. Pardon, merci beaucoup pour le témoignage, c'était top. Moi, la question que je me pose, donc, c'est au forfait jour, en gros, est-ce que réellement les personnes travaillent 218 jours en faisant que 4 jours par semaine? Non, on est à 177. D'accord. Donc, vous êtes à 177 jours au lieu de 218. OK, payé pour un temps plein. OK. Oui, oui. Une autre question? Oui, Angélique. Merci. Je cherchais le bouton lever la main. Justement, juste pour rebondir sur ce point-là, parce que c'est une question qu'on avait la semaine dernière, est-ce que vous aviez déjà des gens qui étaient à temps partiel et comment vous avez géré ou... Alors, oui, bien sûr, on avait des gens à temps partiel. En fait, les heures de travail ne sont pas convertibles en jours de travail. Donc, soit, en fait, maintenant, les temps partiels peuvent être sur 3 jours ou mi-temps, donc 2 jours par semaine. Mais ils ne peuvent pas faire 4 jours et demi. Il y avait des demandes de de parents, pardon, qui voulaient récupérer leurs enfants un peu plus tôt. Donc là, maintenant, non, c'est soit ils travaillent 4 jours, soit ils travaillent 3 jours, soit ils travaillent 2 jours. Mais le temps plein, c'est 4 jours. Et il peut y avoir un temps partiel sur 3 jours ou sur 2, pour être toujours dans l'unité d'1 jour de travail. Donc, Eva a une question. Oui, désolée. Donc, du coup, comme vous dites qu'il y a des mamans qui voulaient récupérer leurs enfants plus tôt, ça veut dire qu'il y a quand même un contrôle des horaires de travail? Non, il n'y a pas de contrôle des heures de travail. Si les gens veulent aller récupérer leurs enfants, ils peuvent aller les récupérer à 16h30. Il y a quand même du travail à faire. Donc, le télétravail a aidé à ça. C'est-à-dire que maintenant, il arrive qu'il y ait des gens qui aillent récupérer leurs enfants, alors plutôt à la garderie qu'à 16h30, plutôt à la garderie. Et s'ils ont un truc à finir, ils le finissent chez eux. OK, donc il y a zéro contrôle du temps de travail. Non. Et par contre, vous vous astreignez au bi-rendez-vous annuel là, de contrôle de la charge de travail? Alors, c'est 1 fois par an chez nous. Je crois qu'on le fait qu'1 fois par an au moment de l'entretien annuel. On a un formulaire particulier à remplir qui fait le bilan de la charge de travail des gens. Donc, on est vraiment sur un contrôle de la réalisation des missions plus que sur le temps de présence. D'accord. Eva, pour info, on s'est voté le fait de se tutoyer mutuellement. Donc voilà, c'est comme tu le sens. Alors non, quand je disais vous, c'était l'entreprise. Pardon. Mais très bien, parce que j'aurais hésité à tutoyer, donc je vais tutoyer. Ça marche. Merci. OK, ça marche. Autre question? Oui, Clément. Merci beaucoup, Audrey. C'était très intéressant. Moi, j'ai des questions sur déjà la santé financière de l'entreprise. Elle est plutôt bonne, j'imagine. Ça, c'est ma première question. La seconde, c'est est-ce que vous avez dû embaucher un peu parce que, alors là, c'est mon regard peut-être très RH, mais je me dis que si en travaillant 177 jours par an, on arrive avec une masse salariale X à faire tout le travail, bah, peut-être qu'en fait, avec 210 jours, on aurait un peu moins de monde et on arriverait aussi à faire une chose. Vous n'avez pas une pression vos actionnaires ou de je ne sais qui au-dessus pour améliorer la rentabilité, en fait, c'est facilement potentiellement de l'entreprise. Oui, alors la particularité, c'est qu'on n'a pas d'actionnariat. En fait, on est un établissement public. Donc, on a des salariés de droit privé, on a une convention collective, mais on n'a pas d'actionnariat. Et nous, on ne facture pas de prestations. Nous, on construit des logements, on commercialise des biens. On doit s'assurer. Notre recette, ce sont les loyers des locataires.
Donc, il faut que nos loyers des locataires rentrent et rentrent dans de bonnes conditions. Donc, effectivement, et en plus, Odile est bien placée, elle nous a beaucoup accompagnés là-dessus. On a beaucoup travaillé sur la culture professionnelle, la culture du service, l'optimisation des modes de travail, etc. Mais on n'a pas eu ce regard-là qui consistait à dire on pourrait être un tiers moins nombreux et c'est pas notre logique en fait. Mais ça, c'est vraiment, finalement, la question qui est posée, elle renvoie vraiment à si vous travaillez moins, c'est que vous pourriez être plus productif à. Alors, c'est pas que si on travaille moins, on peut être plus productif. C'est pas ça mon sens. Hein. C'est que s'il y en a deux qui travaillent à mi-temps, bah, on peut en avoir un seul qui travaille à temps plein. À coût ISO, 2 à mi-temps, quand vous étiez à l'horaire, bah, là, j'imagine le coût était le même qu'on soit 2 à mi-temps ou 1 à temps complet. Quand on passe 2 à forfait jour à temps partiel mais payé à temps plein, effectivement, c'est là où peut-être dans une entreprise de droit privé, la question se pose différemment. Ouais. Ok. Après, ce qu'on voit quand même, c'est qu'on est obligé de limiter les gens sur leur travail parce que le fait d'être passé au forfait jour et au télétravail, on constate plutôt des gens qui travaillent beaucoup plus. Parce que ce que je n'ai pas eu le temps de dire dans la présentation, c'est que la première résistance qu'on avait, c'était celle des salariés et pas celle des managers. Parce que finalement, le fait de badger objectivait le temps de présence des gens et donc supposément leur productivité. Maintenant qu'il n'y a plus cette garantie un peu offerte par le badgeage et par le contrôle de la DRH comme tiers finalement, les gens, à leur corps défendant, on constate qu'ils travaillent beaucoup plus pour démontrer qu'ils ne sont pas en fraude, en usurpation en fait de ce statut. Et donc, on est plutôt à réfréner les gens aujourd'hui qui débordent, avec une limite entre la vie personnelle et la vie professionnelle qui s'est diluée et qui ont plutôt tendance à travailler plus. Ouais, merci pour cette précision, André. Philippe. Non, tu as coupé ton micro, Philippe. Pardon, excuse-moi. Ouais, je Voilà. commence à comprendre. Oui, c'était sur le mode de passage. C'est-à-dire que vous dites en 98, vous êtes passé à 8h20. C'est-à-dire que déjà en 98, quand vous êtes passé, vous n'êtes pas passé à 35 heures, parce que 8h20 sur 4 jours, ça fait vous faisiez 33h20. des additions, vous étiez déjà à 33 heures ou quelque chose comme ça. On était déjà à 35, je crois, ou 36. Et du coup, on a un peu plus comprimé et en passant à 8h20, on était à 33 heures par semaine. Ouais, c'est ça. Hein, Ouais. Et là, la nouvelle transformation, vous dites qu'il n'y a plus de décompte horaire, mais ma représentation, je ne suis pas un juriste, c'est que pour certains salariés, la logique du forfait, elle peut être s'applique. discutable. Tout à fait. Donc, du coup, c'est quoi votre système aujourd'hui de bornage? On leur demande de faire des plannings qu'on ne contrôle pas vraiment. D'accord, c'est le déclaratif. Oui. Oui, et puis de toute façon, il y a on a une contrainte d'ouverture au public. Donc, quelque part, l'organisation de la présence, elle est aussi soumise par cette obligation de continuité de service. Mais oui, on sait qu'on prend un risque par rapport à des publics qui, théoriquement, ne sont pas éligibles au forfait jour. Mais on ne voyait pas, en termes de climat social, dire il y a une catégorie qui bénéficie du forfait jour et pas les autres, d'autant que pendant le Covid, les gens, ils étaient chez eux, personne ne contrôlait ce qu'ils faisaient. Et on s'est dit, on n'a pas pu fonctionner sur la confiance comme ça pendant tous ces mois, et puis revenir en arrière après. Et en fait, les gens sont beaucoup plus responsables qu'avant. Et puisque ce qui se dit là reste là, ceux qui fraudaient avant ou ceux qui n'étaient pas particulièrement performants ne le sont pas plus ou moins aujourd'hui. Par contre, ceux qui étaient vraiment engagés dans l'entreprise, ceux qui sont professionnels, etc., eux, ils sont beaucoup plus libérés, en fait. Ok, merci. Et on a chuté notre taux d'absentéisme aussi. Je passerai un tour après pour la question suivante. Ok, merci Philippe. Antoine. Moi, j'avais une question sur la productivité, notamment tu as dit qu'un des points positifs, c'était l'augmentation de la productivité, notamment sur la première expérimentation. Ma question, c'est comment vous l'avez objectivé, la productivité dans votre activité? Nous, on a des indicateurs comme toutes les entreprises, c'est-à-dire qu'on doit produire un certain nombre de logements, on doit commercialiser un certain nombre de biens, on doit rentrer un certain nombre de facturations. Donc, on a vu qu'en fait, on n'avait pas dégradé nos objectifs, loin de là. Et puis, on l'a vu aussi sur l'organisation du travail. Comme je disais,
donc moi je suis arrivée en 97. Quand je me pointais à une réunion, les ordres du jour n'étaient jamais préparés, les réunions elles duraient 3 heures, enfin, il n'y avait pas de compte rendu, etc. Enfin, voilà, ça a aidé à rationaliser un peu le temps. Et puis on a des objectifs, enfin, on sort nos 600 logements par an, enfin voilà. Donc, ça s'est pérennisé même sur la deuxième expérimentation. Et puis, il y a Oui. peut-être eu une évolution aussi. Pas du tout. On a Ok. même, on est passé de 450 logements à 600 logements produits. Donc, il y a bien eu une évolution encore en plus. Oui, ouais, Ok. ouais. Ok. Valérie, je te donne la parole. Oui, merci Audrey pour le témoignage. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la transition entre l'ancien système mis en place en 98 et celui de 2009. Il était à l'initiative de qui? Est-ce qu'il y a eu un sondage auprès des salariés? Et est-ce qu'à ce moment-là, il y a même des salariés qui auraient été partants pour revenir en arrière ou passer sur 5 jours? Alors non, jamais. Donc l'initiative, c'était la directrice générale qui voulait s'affranchir. Elle voulait qu'on soit vraiment dans un modèle d'entreprise libérante et pas libérée. On a fait 2 sondages, un sondage manager, un sondage salarié. Et comme je le disais, c'était les salariés qui étaient les plus réservés, mais plus par rapport au regard de leurs collègues. Voilà. Parce que là, maintenant, quelqu'un qui veut partir à 15h30 parce qu'il a rendez-vous chez le notaire, peu importe, il part. Avant, il savait qu'il y avait le badgeage et que du coup, il récupérait ses heures et que quelque part, personne n'allait juger ça. Là, le fait de se dire, je peux le faire, mais peut-être que mes collègues vont penser que je fais ça tous les jours et que je suis défaillant, c'était eux qui avaient cette résistance-là. Ils avaient plutôt ce refuge du maintien du badgeage. Donc, on est allé en transition, on a laissé ceux qui voulaient rester au badgeage pendant 1 an, en disant si vous n'êtes pas prêts, restez au badgeage, il n'y a pas de souci. Et quand ils ont vu leurs collègues, ça a vraiment enlevé une pression sur l'organisation du temps importante. Finalement, l'année d'après, tout le monde est passé, et puis tous les nouveaux salariés recrutés sont de toute façon d'office sous ce régime-là. Voilà, la DRH, ça leur a quand même libéré 2 postes aussi, qu'ils ont affectés à des missions bien plus intéressantes que celle-là. Donc oui, il y a eu des sondages. Et en fait, on voulait y aller très, très doucement. On avait commencé par une expérimentation sur un petit nombre de travailleurs, etc., de salariés, pardon. Et le Covid a accéléré tout ça. Et finalement, ça a été une aubaine pour nous, le Covid. Parce que quand on est revenu en 2021, on s'est dit, maintenant, on ne peut pas... ça y est, quoi. Ça s'est fait à notre corps défendant, ça s'est fait très vite, et tant mieux. Ok, merci. Philippe. Oui. Vous avez évoqué plusieurs indicateurs là, qui témoignent de l'effet positif et de la réduction du temps de travail, enfin de la réorganisation du temps de travail et de son mode de comptabilité. Et au niveau du vécu des salariés, est-ce que vous avez un système de suivi pour voir comment c'est vécu? Parce que des fois, on a des systèmes où, quand ça se met en place, il y a un peu d'enthousiasme, et des fois, avec le temps, il y a des choses qui peuvent des indicateurs qui peuvent se dégrader. Oui, alors, on a ce fameux entretien annuel auquel j'accorde pas vraiment de crédibilité parce que finalement, je trouve que c'est pas en remplissant un formulaire une fois par an qu'on détecte les vraies situations de difficulté ou de vécu compliqué, mais bon, c'est une obligation réglementaire. On a fait plusieurs baromètres sociaux internes, enquête sur le climat interne. Et puis après, ça, c'est un peu le rôle aussi des managers d'identifier les personnes en difficulté, des personnes en difficulté de se signaler, etc. Mais peut-être que je suis naïve, mais je pense que les personnes qui sont en difficulté, c'est des difficultés plus globales et le temps de travail n'est qu'un des paramètres de la difficulté. Ok. Et puis, on y est depuis 98, donc en fait, nous, on ne se pose plus trop la question. Ok, merci Audrey. Pascal, je te donne la parole. Oui, moi je rejoins un petit peu le questionnement de Philippe. Vous avez parlé de risque tout à l'heure, de prise de risque. Moi j'ai l'impression que vous êtes sur une bombe à retardement, là, non? Pourquoi tu dis ça? Parce que ce principe de se dire les gens peuvent partir à 15 heures pour aller voir le médecin, ça c'est super, mais en gros, on sait très bien qu'ils vont travailler à partir de 20 heures et qu'ils vont compenser par eux-mêmes, parce que de toute façon, on est dans un système qui fait que globalement, ils culpabilisent s'ils ne le font pas. Moi, j'ai le sentiment que ce truc-là, devant un prud'homme, dans la situation d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça explose. Alors, est-ce que vous avez pris ce risque en disant, voilà, on a des salariés qui ne sont pas éligibles au forfait jour,
on prend le risque. Et ça veut dire que finalement, vous vous dites, et ça peut se comprendre, de dire, on verra bien ce qui se passe. On pense que le bénéfice pour l'entreprise est plus grand que ça. Et on Oui. prend le risque de quelques prud'hommes, de quelques... voire de revenir en arrière, parce qu'à un moment donné, on nous reprochera d'abuser parce que je parlais d'entreprise libérée, d'entreprise libérante. Sur l'entreprise libérée, on parle souvent du patron gourou qui fait que le patron est tellement respecté qu'il y a un engagement tel que les gens se rendent malades et à un moment donné, ça explose. Et de parler d'entreprise libérée, libérante, j'ai l'impression que vous jouez un peu sur la corde raide. Moi, je trouve ça vachement intéressant, hein, honnêtement. Hein. Mais que vous prenez des risques, je trouve ça super intéressant aussi. Mais comment vous le voyez, quoi? Alors, oui, alors prise de risque, elle est assumée. De toute façon, si on doit avoir des difficultés avec quelques salariés, on en aura rendu heureux, ou en tout cas, on aura répondu à une attente sociétale de 600, plus de 600 d'entre eux. Donc, le bénéfice, il est là. J'aurais dû parler de la charte de la déconnexion. C'est vrai que dans le topo, je ne peux pas ne pas parler de la charte de la déconnexion, où on a quand même un certain nombre d'outils de garde-fous, de sensibilisation qui sont faits auprès des managers pour que les gens n'aient pas un temps de travail extensible. On n'est pas dans une logique d'exploitation à outrance des salariés. Ce n'est pas du tout la culture de l'entreprise, pas du tout. Et je le redis, en fait, on a des salariés qui ont développé des tas de projets personnels et du coup, dont je les vois pas se retourner un jour contre l'entreprise. En fait, c'est une question de balance. C'est vrai, voilà, je le vis. Je sais qu'on finit des fois, voilà, on a des grosses journées, on a des très grosses journées, voilà, c'est des journées quand on travaille, on va rarement manger dehors. Enfin voilà, on a des grosses journées très concentrées, etc. Mais pour avoir derrière un jour de libre, pour ceux qui ont des mandats politiques, c'est une chance inouïe. Et, ça, je ne suis pas du tout pour les théories du ruissellement, bref, mais ça a ruisselé quand même sur l'entreprise aussi. Donc elle a eu ce bénéfice-là. Et puis pour le risque, moi j'ai envie de vous dire, le salarié qui veut vous couler au prud'homme, si ce n'est pas le temps de travail, ce sera le harcèlement du manager. Si ce n'est pas le harcèlement du manager, ce sera autre chose. Il va de toute façon se constituer un ensemble d'argumentaires pour défendre son dossier. Et en tout cas, on n'a pas eu, depuis 2019 là, et 2020, on n'a pas eu de prud'homme pour surcharge excessive de travail. Ok. Merci Audrey pour ta réponse. Nathalie? Oui, moi je me posais une question, parce que j'avais été confrontée à ça en passant pas mal de monde en 218 jours à une époque où j'étais encore RH, sur la gestion des heures supplémentaires justement qui disparaissent. Et comment ça s'est géré? Parce que j'imagine que vous avez aussi des pics d'activité dans ta structure. Enfin, je sais pas, il y a des gros projets Oui, ou des choses comme ça. oui. Et du coup, ça s'est passé comme ça tout seul, ou est-ce qu'il y a quand même eu des choses à... Là aussi, il faut qu'on ait confiance. C'est-à-dire que là, par exemple, nous, on est en festival, donc on se couche tard le soir. Moi, les équipes, elles arrivent à 10h le lendemain et je suis OK avec ça. Et je vais pas, voilà, c'est la confiance. Donc, il n'y a pas d'heures supplémentaires et il n'y a pas des gens qui se regardent. Toi, tu arrives à 10h, il y en a qui arrivent à 7h30. Tant pis, voilà. Et personne qui a demandé justement dans cette transition-là à ce que quand même sur des pics d'activité, il y ait quand même du temps supplémentaire de travail qui soit rémunéré malgré tout. Non, ça ne marche pas comme ça. On travaille même des dimanches. Donc en fait, en gros, par exemple, si je prends mon activité à moi, donc on travaille les week-ends, des choses comme ça. En grosso modo, ça se compense. Chez moi, tout le monde prend les 15 jours à Noël pour récupérer ses jours. Et grosso modo, on est tous absents 3 à 4 semaines au mois d'août. Les ponts sont quasiment tout le temps pris. Enfin, voilà, ça se régule comme ça. Et en fait, du coup, les gens, ils ont moins ce sentiment. Parce que ce qui se passait avant, il faut peut-être voir avant, ce qui se passait avant, c'est que vous aviez un gros projet à rendre. Vous ne travailliez pas le mercredi, par exemple, et donc vous étiez chez vous le mercredi à vous dire « Oh là là, mais si j'avais pu avancer », vous arriviez le vendredi dans un état de stress hyper important. Donc ça, les salariés ne voulaient plus vivre ça. Ils voulaient dire « Moi, j'ai un truc à rendre pour telle date, je m'y mets sur 2-3 semaines, et après, j'aurai honoré mon délai, et je récupérerai mes jours sur les vacances scolaires, sur un pont, voilà. » Les gens, par exemple, accompagnent beaucoup plus leurs enfants dans les activités sportives, ou des activités scolaires. Ils récupèrent des jours comme ça, un peu plus. Demain, je suis en repos. La semaine prochaine, j'ai pris 2 jours de repos. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, toutes les questions. Alors, je ne voudrais pas donner l'impression d'être vraiment naïve. Toutes les questions que vous posez sur les risques, etc. C'est pas notre vécu du tout. Ça se passe pas comme ça. Et je vous invite à venir si vous ne me croyez pas. On va continuer par une visite directe. Ok. Angélique.
Oui, pardon. Vas-y, vas-y. Oui, Angélique. alors, ma question, elle était au regard en fait de l'attractivité, puisque je crois que tu disais que en fait aujourd'hui c'était plus attractif. Alors la question est-ce que ça a quand même baissé votre turnover si vous aviez un turnover élevé ou pas? Et pourquoi est-ce que c'est plus attractif alors que, enfin voilà, de mon regard extérieur, ça a l'air super et qu'il n'y a pas encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont ces systèmes-là. Et pour moi, ça pouvait être un facteur d'attractivité. Donc voilà, je m'interroge là-dessus sur le retour Alors, des. ça l'a été pendant très longtemps. Et là, en fait, ce qu'on constate depuis le Covid, c'est qu'il y a une forte tension sur les recrutements. Ouais, Et maintenant, les gens négocient du salaire, en fait. Ils veulent pas du temps, ils veulent du salaire. Contrairement d'accord. à tout ce que je peux lire sur Ouais. justement le fait d'avoir vécu un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Enfin, nous, là, on a des jeunes qui sortent d'école, qui ont des exigences salariales hyper importantes, qui ne demandent pas de temps supplémentaire, et on a des postes non pourvus, Mm. y compris de DRH, quoi. Mhm. Donc, Ouais. non, mais depuis le Covid, mais je pense qu'on n'est pas singulier pour le coup dans cette situation-là. Ok. Je redonne la parole à Valérie. Oui, juste une petite question parce qu'il me semble que tout à l'heure, Audrey, tu nous disais que après 98, dans la manière dont c'était mis en place, une des difficultés, c'était d'organiser des réunions parce que Oui. tout le monde était là à des jours différents. Est-ce que du coup, le passage au forfait jour a changé quelque chose de ce point de vue-là? Oui, quand même, parce que ça a introduit de la souplesse, c'est-à-dire que déjà, les gens ont plus facilement compris que l'organisation, elle n'était pas rigide, et donc ceux qui travaillent théoriquement pas le vendredi, si on a un gros comité de pilotage, là par exemple j'ai un séminaire de management en juin, tout le monde revient le vendredi pour le séminaire de management parce qu'il a été annoncé à l'avance, etc. Avant, c'était beaucoup plus compliqué de déroger à ce sacro-saint jour de RTT. Donc oui, ça a beaucoup allégé les choses. Et les choses n'étant pas isolées, je pense qu'aussi, voilà, maintenant, les usages numériques, le fait que tout le monde ait un agenda en ligne, etc., ça facilite aussi beaucoup le fait d'identifier des créneaux communs. Donc c'est une chose parmi tant d'autres, mais avant, on avait 2 jours et 4 heures par jour pour fixer des réunions, c'était pas possible. Donc on prenait des délais pour planifier des réunions simples. Voilà. D'accord. Ok. La visio a aidé aussi. Enfin, c'est un tout pour moi. Mhm. Eva, je vois que tu as levé la main. Tu voulais. Oui. Ma question, donc, tu disais que la première recherche, c'est le salaire. Nous, c'est ce qu'on constate aussi. Hein. En fait, bon, globalement, ils veulent tout. Hein. Ils veulent aussi beaucoup de temps perso et tout ça. Mais effectivement, le salaire, c'est vraiment le critère numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes resté sur une politique salariale, alors je ne vais pas dire basse, mais plutôt moyenne basse, justement pour compenser toute cette liberté et ce jour off en plus. Alors non, on ne peut pas dire qu'on est sur une... En fait, nous, on a beaucoup de périphériques. Et, Vous avez beaucoup d'avantages. Ok, vous avez oui. un pack avantages important. Ok. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'un jeune n'a pas forcément la perception qu'une prévoyance prise en charge à 100%, qu'une mutuelle prise en charge à 75%, qu'un PDM où on vous rembourse 90% de vos frais de transport, ça fait partie des périphériques salariaux. Ils ne le voient pas forcément comme ça. Donc, et pourtant, enfin, en termes de nombre de jours travaillés dans l'année, ils ne sont pas ah beaucoup. bah, Quoi. Enfin, c'est oui, un truc de fou quand même. c'est 1 sur 2. Pour être payé, pour être payé à temps plein. Et ça, c'est pas un argument, quoi. Non, ça ne suffit pas. Ça suffit plus. Ok. Philippe, tu avais levé la main. Il faut que tu remettes ton micro. J'ai 2 questions. J'en avais une, c'est des fois on entend autour de ce type de projet, il y a du casse-tête juridique. Et j'ai eu les 2 sons de cloche des entreprises qui m'ont dit non, il n'y a pas de problème, c'est facile à faire. Et d'autres qui disent derrière, il y a du casse-tête juridique, il faut revoir les contrats, il faut revoir les. Il y a pas mal de en fait, on a un accord d'entreprise. Donc, on a un accord d'entreprise. Donc, dès lors que l'accord est signé, alors je ne suis pas RH, mais par le syndicat majoritaire où il s'applique à l'entreprise. Donc, non, on n'a pas eu de... Alors, attendez, si le forfait jour... Si, pour le forfait jour, il faut que peu importe l'accord d'entreprise, il faut qu'après, il y ait une convention de forfait signée entre le salarié et l'employeur. Oui,
exact. On a eu un avenant à notre contrat de travail, c'est vrai. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, mais enfin, je sais pas, ça paraît pas rassurant. Enfin, d'abord, j'avais oublié, Oui. donc, et c'est pas, enfin, voilà, c'est un Voilà, contrat à faire c'était signer. Oui, D'accord. avant le D'accord. Covid, j'ai mais vécu. effectivement, tu as raison, Clément, on a signé un avenant. Ok. Tu avais une autre. Est-ce que c'était un début de questionnement ou c'était ta question? J'avais celle-là, et puis, alors j'entends l'enthousiasme, hein, et des fois je me dis, et s'il y avait un truc où un petit caillou, un petit truc qui dise là-dessus, on a été un peu. Faut faire attention à ça. Bon, on a eu On une aurait fait réunion déjà. différemment. Quelque chose où on aurait fait différemment? Voilà, un truc où on se dit, tiens, Alors, là, c'est pas tellement ça que je dirais. Moi, c'est plutôt la vigilance sur la charge, l'extensibilité, c'est français ça, de la charge de travail. C'est plutôt ça, moi, mon point de vigilance, c'est qu'on ne s'arrête jamais, en fait. Enfin, disons que ça, c'est plutôt ça, ma vigilance. Et pas forcément lié à la semaine de 4 jours au final. Bah, si un peu, enfin, je sais pas, mais du coup, bah, t'as pas d'horaire de fin, donc du coup, tu dis, bon, bah, alors là, je vais finir à 19h ce soir, parce que du coup, voilà, puis après, le lendemain, c'est 19h30, puis la fois d'après, c'est 20h, et puis, donc, bon, heureusement, on a la charge de la déconnexion, au bout à 21h, ça coupe, mais bon, c'est plutôt ça. En fait, ça s'arrête. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de mesure du temps de travail. Donc, il peut y avoir une extension de la durée du travail effectif réalisé par les salariés. oui, associé à l'accélération, enfin, moi, c'est une banalité que je vais dire, mais je trouve que les choses se sont beaucoup accélérées, donc il faut travailler encore plus vite. Et du coup, c'est plutôt ça, moi, mon point de vigilance. Mais du coup, C'est l'intensité du Antoine, travail. Ouais, Vas-y, l'intensité. Clément, ouais. je rejoins Antoine sur le fait que pour moi, c'est pas forcément en lien avec la semaine de 4 jours, c'est plutôt en lien avec le forfait jour. Parce que quelqu'un qui est au forfait jour à 218 jours par an, bah, il a la même problématique du soir et du matin de pas Oui, être, c'est vrai. qu'il n'y ait Oui, pas c'est d'heure vrai. de fin en fait, mais il l'a 5 jours Oui. par semaine. Oui, ce qui est encore pire. Ouais. Clément, tu avais une question, oui, je crois. Ouais, alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou des remarques, mais déjà sur la partie salaire, c'était pour confirmer que nous aussi, hein, si ça peut te rassurer, c'est vraiment compliqué en ce moment au niveau des salaires, effectivement, avec des demandes qui sont vraiment très importantes. Alors, sur le bassin grenoblois, en plus, avec des Soitec, ST, Schneider qui réussissent bien, et du coup, bah, on participait à une inflation encore plus forte des salaires que sur nos sites de province ailleurs. Et ce que j'ai observé, moi, c'est qu'en fait, c'est des cycles. On travaille beaucoup pour essayer de gagner bien sa vie, et puis tout d'un coup, en fait, on s'aperçoit qu'on travaille trop, donc on a besoin de temps, donc on préfère avoir du temps dans notre carrière à ce moment-là. Puis à un moment, bah, en fait, on a besoin de sous, peut-être qu'on a changé de maison, et du coup, bah, on revient sur les sous et ainsi de suite. Et les jeunes générations qui venaient au tout début avec uniquement la volonté du sens et de l'entreprise à mission, nous, on s'aperçoit que ces personnes qui sont chez nous, on est très contents, mais au bout de 3 ans, bah, ils veulent acheter un appartement, comme beaucoup de gens. Et bah, tout d'un coup, on n'achète pas un appartement avec autre chose qu'avec des euros. Et du coup, bah, le salaire devient un vrai souci. Et donc, c'est très difficile, je trouve, en tout cas en tant que DRH, de recruter des gens avec des avantages annexes. On fidélise très bien avec ça. C'est très difficile d'attirer, je trouve. C'est vrai. C'est une bonne analyse. Une remarque. Il y a peut-être le pain du Caire qui peut être un peu inspirant, parce que je crois que le pain du Caire, ils ont travaillé sur le salaire à la demande, à la carte, salaire à la carte. En tout cas, c'est vraiment un truc que je trouve assez complexe. Et après, moi, c'était plus une question sur la souplesse. Tu disais que vous aviez retrouvé de la souplesse en passant au forfait jour pour trouver des réunions parce que quand vous les programmiez longtemps à l'avance, les gens étaient plus souples. Moi, je voulais avoir ton retour sur la souplesse au quotidien parce que je vois que nous, quand on avait essayé d'avoir des plages horaires fixes plus courtes, plus réduites, bah, en fait, les gens s'organisent. Donc, les gens du matin sont du matin et ils vont récupérer les enfants à 16h30. Et du coup, leur caler une réunion de 16 à 17, c'était plus du tout possible parce qu'ils étaient organisés, ils n'avaient plus de nounou, ils n'avaient plus de garderie. Donc, la réunion improvisée au quotidien, on s'est aperçu qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué de croiser les gens au quotidien. Peut-être un peu plus facile sur du long terme, enfin sur des réunions programmées longtemps à l'avance, mais sur des réunions à la semaine, comme ça, on n'arrivait pas. Les gens étaient organisés et on ne pouvait pas leur faire changer leur organisation au quotidien.
Oui, c'est vrai. Je parlais plutôt des réunions programmées, anticipées sur le quotidien. C'est peut-être un peu plus compliqué. D'autant qu'avec le télétravail, les gens ne se croisent pas forcément tout le temps non plus. Donc, Mm. Ok. Pascal, c'est la dernière question. Pardon. Oui, une question, Audrey. Donc, juste, est-ce qu'il y a eu des réactions différentes en fonction des tranches d'âge, par exemple, en fonction des métiers dans l'entreprise? Non, il y a eu un petit malaise sur nos assistants de résidence qui sont des gardiens, en fait. Où en fait, ceux qui bénéficient de cet avantage du forfait jour, du télétravail, se sentent parfois déloyaux vis-à-vis des assistants de résidence qui, eux, ont des contraintes plus fortes. Parce que quand il faut sortir les ordures, bah voilà, il n'y a pas de choix. Enfin, tu ne peux pas arriver à 11 heures pour sortir les ordures ménagères si le camion il est passé à 8 heures. Donc, c'est plutôt le fait de se dire on n'est pas égaux, en fait, face à cette souplesse de l'organisation du travail et à ses avantages. Je rappelle qu'on a quand même beaucoup mûri ça pendant le contexte du Covid, la crise sanitaire. Pendant le confinement 1, les seuls qui travaillaient chez nous sur site, tout le monde travaillait, hein, mais les seuls qui travaillaient sur site et qui donc étaient plus exposés, c'était aussi les gardiens. Donc, il y a plutôt eu ce malaise de on n'est pas tous sur le même pied d'égalité. Du coup, là, j'interviens plus pour la société, dans un premier temps, Exacontact La Fontaine. Donc, on est une société industrielle. On fabrique à peu près tout ce que vous pouvez trouver sur un bureau qui est en papier, en carton ou en plastique. Ça va donc les cahiers Clairefontaine, des classeurs, des pochettes, des chemises et autres. Donc, on a beaucoup d'usines. On a 35 usines en France, de la petite unité de production de 20 personnes au gros site de 600 personnes. Et donc, on est basé exclusivement en France. On a eu la problématique, on a rencontré la problématique de passer à 4 jours au moment du Covid. En fait, historiquement, l'entreprise Exaconta, les usines travaillent 38 heures sur 4 jours et demi. Donc, des grosses journées, des plus grosses journées du lundi au jeudi, et puis le vendredi, des petites demi-journées. Et puis, pendant le Covid, nous, on était obligés de travailler. C'était notre période haute d'activité, vu qu'on prépare la rentrée des classes de septembre. Donc, pour vous fabriquer tous les cahiers et tous les livrer en juillet, août, pour préparer la rentrée des classes, il faut bien qu'on les anticipe. Donc, en plein pendant le confinement. Donc, on a eu le droit de travailler pendant le confinement. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les bureaux étaient en télétravail et la production devait venir sur site. Et donc, pour diminuer le risque d'exposition au risque Covid, on est passé à 4 jours de travail afin d'éviter une journée de métro ou de transport en commun sur nos différents sites. Le tout en continuant de travailler 38 heures. Donc, ça faisait des très grosses journées, parce que c'est dense sur 4 jours. Mais on n'a pas réussi à faire baisser, on n'a pas souhaité faire baisser le temps de production pour une raison qui est qu'en usine, 1 heure de production d'un salarié, c'est 1 heure d'ouverture de la machine. Du coup, si vous réduisez le temps de travail à 28 heures pour travailler sur 4 jours, votre machine, elle ne travaillera que sur 28 heures. Donc, pour que la machine continue de tourner comme avant, vous êtes obligé de compenser les heures avec un autre salarié à minimum. Et on est sur des technologies anciennes, le papier, mais qui nécessitent un savoir-faire très important, avec des formations très longues, et où il est difficile de recruter du personnel et de le former. Donc, on bichonne nos salariés qui sont chez nous, mais on essaie de ne pas doubler nos effectifs en baissant le temps de travail. Ça, c'est pour l'histoire de l'origine de cette semaine de 4 jours. Puis le Covid a cessé. C'est donc se poser la question de revenir sur 5 jours. Et là, face à l'unanimité de nos salariés, nous avons accepté de rester en semaine de 4 jours sur l'usine de production. Tous les salariés ont trouvé que, certes, ça fait des grosses journées, mais de base, elles étaient importantes. Donc, rester un peu plus longtemps, 1 heure de plus chaque jour, au final, c'est beaucoup moins fatigant, selon eux, que de revenir le vendredi matin. Ça fait aussi des économies de carburant ou de transport. Donc, c'est toujours du temps et de l'argent d'économiser pour les collaborateurs. Et côté entreprise, c'était aussi un gain, il faut le reconnaître, de productivité. Parce que le matin, quand vous réglez votre machine et qu'après, elle tourne 9 ou 10 heures, vous produisez mieux
que si elle ne tourne que 7 heures et qu'il faut reprocéder au réglage le lendemain matin. Et on perd aussi une matinée de réglage et une matinée d'arrêt machine le vendredi. Donc, on gagne sur la semaine des temps de production. Donc, on a vu clairement une productivité des machines plus forte. L'autre point, c'est qu'en éteignant l'usine tout le vendredi, on a économisé des frais de redémarrage, de chauffage, clim, ventilation, lumière. Donc, on a pu aussi le constater de ce point de vue-là. Donc, sur le papier, c'est un beau gagnant-gagnant. Dans la vraie vie, je ne suis pas convaincu à 1000% des choses. Pourquoi? Parce que dans le groupe, on a aussi une base logistique qui, historiquement, avait une de ces équipes qui travaillait en 2-8. Une équipe du soir qui travaillait en 2-8 et qui travaillait sur 4 jours uniquement pour ne pas travailler le vendredi. Donc, ils faisaient des très, très grosses nuits et soirées lundi, mardi, mercredi, jeudi, de manière à être libérés le vendredi. Et au bout de 10 ans à travailler comme ça, on s'est aperçu qu'il y avait sur cette équipe le plus gros taux d'absentéisme, le plus gros taux d'accidents du travail et le plus gros taux de maladies professionnelles. Donc, on a pris une décision sur cette équipe qui a été de les rebasculer sur 5 jours. À l'époque, pour eux, on s'est heurté à des levées de boucliers dans tous les sens, que c'était un scandale, on revenait sur des avantages acquis, d'équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans qu'on est revenu là-dessus, sur cette équipe-là. Et ça fait 5 ans que le taux d'absentéisme a baissé, le taux d'AT a baissé, le taux de maladie pro a baissé et que nos salariés en fait, se sentent beaucoup moins fatigués. Donc à titre personnel, et c'est ce que j'ai essayé de pousser, mais je n'ai pas forcément eu gain de cause sur la partie usine, je pense que la semaine de 4 jours dans un environnement de production sans réduire la durée du travail des collaborateurs n'est pas une bonne chose. Du moins, ça n'en est pas une bonne si jamais c'est sur du très long terme. Je pense qu'il faut, pour que le système soit vertueux, qu'il soit limité dans le temps sur l'année avec des périodes sur 5 jours. Parce que les organismes, je suis convaincu, en tout cas dans des métiers physiques, le papier ça pèse lourd, donc c'est physique, je suis convaincu que ça use plus les organismes que ça n'apporte de vertu sur du long terme aux collaborateurs. Donc on en reparle tous les ans avec les délégués syndicaux. Pour l'instant, les voyants sont au vert, donc tant mieux, c'est que je me trompe et que leurs organismes vont bien. C'est aussi peut-être que les moyens technologiques qu'on met en place pour aider nos opérateurs de production dans le travail permettent de soulager aussi mieux leurs organismes que par le passé. Donc tant mieux aussi. Mais j'émets des petites réserves quand même sur du long terme. L'autre bémol, c'est que ça a pu être fait sur les sites où c'est fait parce que la production travaille en journée. Donc, vous pouvez vous faire des grosses journées dès lors que vous n'êtes pas en équipe. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que sur notre site de photo web, on a évoqué le fait de travailler sur 4 jours et de travailler sur 4 jours sans baisser le temps de travail. Parce que là, pareil, un homme égale une machine et du coup, c'est du temps machine en production qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Et on a fait un sondage avec les équipes en leur disant, voilà, est-ce que vous voulez passer sur 4 jours? Si oui, comme vous êtes en équipe, il va falloir commencer significativement plus tôt et finir significativement plus tôt. Et ça faisait des journées, de mémoire, on était à 5h minuit sur le shift des 2 équipes. Ce qui fait quand même des contraintes familiales pendant 4 jours. Vous ne voyez pas beaucoup votre famille ou vos amis ou quoi que ce soit parce que vous êtes sur des horaires pas excellents au travail, on va dire ça comme ça. Et là, 100% des répondants n'ont pas souhaité bénéficier de la semaine de 4 jours, comme ça. Donc, on s'est tourné vers d'autres réflexions d'aménagement du temps de travail en production permettant d'avoir un équilibre vie pro-perso sans réduire le temps de travail. Et on a abouti à quelque chose de tout simple, mais qui correspond mieux aux attentes des équipes, qui serait de travailler un quart d'heure de plus lundi, mardi, mercredi, jeudi, et du coup, de finir pour l'équipe du soir 2 heures plus tôt le vendredi. 2 heures plus tôt parce que quand l'équipe du matin va finir 1 heure plus tôt, forcément l'équipe d'après-midi pourra arriver 1 heure plus tôt et faire 1 heure de moins, donc finir 2 heures plus tôt. À quoi ça sert? Ça veut dire que nos équipes, au lieu de finir à 21h du lundi au jeudi, vont finir à 21h30
Par contre, au lieu de finir à 21h le vendredi, l'équipe du soir, elle va finir à 18h. Et elle gagne, non pas une journée de travail, mais une soirée entre amis ou en famille, ou pour partir en week-end. Et en fait, on s'est aperçu que ça correspondait beaucoup plus à l'attente d'équilibre vie pro, vie perso, que de finir à minuit 4 jours et d'avoir son vendredi de libre, par exemple. Donc ça, c'est notre retour actuel sur nos sites de production. On n'a pas osé franchir le cap pour les salariés en forfait jour, parce que nous sommes, nous, à 218 jours. Et pour l'instant, en tout cas, passer ne serait-ce qu'à 200 jours, mes dirigeants me disent « Ok, très bien, du coup, je gagne quoi dans l'affaire ?» si ce n'est payer 20 jours de congé en plus, et du coup, prendre du retard sur les délais. Et je n'ai pas forcément réussi à les convaincre, même si, à titre personnel, je suis passé à 80% depuis octobre dernier, mais en perdant 20% de ma rémunération et sans forcément avoir de charge de travail en moins. Mais bon, c'est un choix que j'ai fait pour m'occuper passer plus de temps en famille. Et là, à titre personnel, je trouve ça très agréable de ne travailler que 4 jours par semaine. Donc, j'imagine très bien Alpizer Habitat, les salariés contents de ce rythme de travail. C'est plus sur la partie productivité où, effectivement, ils ont plus de mal à être sûrs que tous nos cadres forfait jour du niveau 1, alors le CODIR, pour l'instant, ça devrait aller, mais que tout le monde, en tout cas, puisse avoir le même niveau d'implication sur 4 que sur 5 jours. J'ai fini, j'ai pas regardé. Ouais. On arrive à 17, parfait. Donc, effectivement, tu es arrivé sur tes 10 minutes. Ça te va si on bascule sur les questions-réponses maintenant? Ça te convient? Super. Et ben, ce que je vous propose, c'est de recommencer. Donc, ceux qui ont une question, vous levez la main. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le chat aussi. On peut faire ça comme ça. Qui c'est qui a envie de se lancer en termes de questions? Pascal. Bon, merci. Puis Odile, alors vraiment félicitations sur le choix des 2 témoignages. Moi, je pense que tu as le panel, tu nous as offert en 2 témoignages le panel complet. C'est fabuleux. Félicitations. Je ne sais pas si tu as fait exprès, mais bravo. Voilà, moi, je trouve que ton témoignage, Clément, et puis avec celui d'Audrey, résume la complexité des choses. Et puis finalement, c'était la réunion de l'autre jour aussi qu'on a eu en comité un petit peu plus restreint, mais sur se dire, finalement, ce sujet-là, il est abordé avec prudence, avec intelligence, et c'est vraiment, ça doit coller à l'entreprise, aux gènes de l'entreprise, à la culture de l'entreprise, à sa production, et c'est un sujet sensible. Et là, c'est vrai que le fait que ce soit super bien accepté d'un côté, très mal accepté de l'autre, quand je parlais un peu de bombe à retardement tout à l'heure, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais c'est un petit peu ce qui vient d'être illustré. Donc moi, j'ai pas vraiment de questions, mais je suis vraiment très heureux de ce que je viens d'entendre sur les 2 témoignages. D'accord, ok. Nathalie, tu as levé la main pour une question, une remarque? Oui, je suis intéressée par 2 choses, puisque finalement, cette possibilité de semaine 4 jours existe. Clément, qu'est-ce qui fait que tu as pas fait le choix finalement, toi, d'être à 4 jours, enfin 5 jours sur 4 jours, plutôt que de passer à 80%? Sauf si c'est un Parce truc que hyper moi, je suis en perso, forfait jour, moi. Non, il n'y a pas de souci. C'est que moi, je suis au cadre de direction au CODIR et je suis en forfait jour. Du coup, je ne me voyais pas demander. Déjà, c'était un pas d'aller voir mon président du groupe pour lui demander de passer à 80% et lui faire comprendre que ce n'était pas un désengagement dans mon travail, mais juste une volonté de rééquilibrage. Sa réponse, elle a été très claire. Elle m'a dit, de toute façon, vous allez faire le même travail. J'ai dit, oui. Du coup, il m'a dit, ok, très bien. Mais du coup, les autres, ils sont à l'heure. Donc, ils sont sur des conventions de travail en heure. Ils font 38 heures sur 4 jours. Donc, pas de perte de salaire parce qu'ils font 38 heures sur 4 jours. Moi, je ne suis pas payé à l'heure. Je ne suis pas payé à l'heure. Mais ça aurait pu être justement un challenge de montrer que la charge de travail pouvait se réorganiser sur les 4 jours. Au fond de moi, j'espère pouvoir montrer l'exemple. Puis on verra ce qui se passe derrière. Mais bon.
Et la deuxième question, j'en profite pour glisser ma deuxième question, Odile. Vas-y, t'as le droit, toi. Je voulais savoir, du coup, ces différentes organisations, finalement, selon les spécificités des équipes, est-ce que c'est quelque chose qui a été pensé, construit par le management et les RH, ou ça a été co-construit avec ces équipes-là, c'est-à-dire travailler avec eux? Comment ça s'est mis en Alors, place? Comment ça s'est fait? c'est toujours construit avec les équipes. En fait, on a particularité dans notre groupe, on est tout l'opposé d'un gros groupe industriel, c'est-à-dire qu'on ne pense rien en global. Ce n'est pas forcément toujours bien. Par contre, on pense toujours tout en local, et ce qui marche bien chez A ne va pas forcément bien marcher chez B. Donc, chaque site de production, on discute du temps de travail, on discute de l'organisation avec les équipes, les délégués syndicaux, et les dirigeants du site. C'est pour ça qu'à PhotoWeb, typiquement, on se retrouve à juste bouger à la marge les choses et ça donne un élan énorme pour nos salariés. Là où sur d'autres sites, on est à 4 jours, d'autres on est en modulation, d'autres on est en 5 jours, d'autres voilà. C'est vraiment en fonction des problématiques de chacune de nos unités. Ouais, super. Merci. Okay. Philippe, j'ai vu que tu avais levé la main. Deux fois, j'allume mon micro avant de parler. Oui. J'ai la compétence qui se développe. Oui, enfin, je trouve les témoignages illustrant un peu de ce qu'on peut appeler le compromis temporel, c'est qu'en fonction, voilà, ce qui a été dit, des métiers, des spécificités, du business, ce que disait un peu Pascal, hein, chaque fois, il faut trouver le bon compromis. Alors, j'avais une partie de la question que c'était identique, c'était comment ça s'est construit, et donc les spécificités du travail avec les équipes. Et les entreprises avec lesquelles on travaille actuellement parlent toujours d'expérimentation. Et je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas, est-ce que vous pouvez revenir en arrière? Parce qu'il y a un scénario là qui a été présenté où finalement, voilà, on est passé, ça marchait, mais quand on a vu les indicateurs, entre guillemets, santé, soutenabilité, on est revenu en arrière. Là, vous avez parlé d'une nouvelle organisation sur PhotoWeb. J'imagine que des résultats économiques, ça a des impacts sur la santé. Si ça ne marchait pas, est-ce que vous avez prévu la possibilité de revenir en arrière et comment ça peut se faire? Alors déjà, la première chose sur PhotoWeb, c'est que là, on est en période on amorce la période de test. On a fait la théorie avec les salariés pour voter, pour imaginer plein de schémas et puis après voter les schémas. Et donc là, on va amorcer la période de test. Si à l'issue du test, les choses se passent bien, on adoptera les nouveaux horaires de travail. Par contre, c'est beaucoup plus facile de revenir en arrière sur cette typologie d'horaire de travail à la marge parce qu'on n'est pas dans des changements juridiques de modification du contrat de travail. On est uniquement dans une modification des conditions de travail où, en soi, l'employeur a pleinement la main pour dire bah non, finalement, demain, on va rebouger les horaires et vous allez finir une demi-heure plus tôt tous les jours et refinir à 21h le vendredi. On pourrait le faire. Après, dans l'horaire qu'on a proposé et co-construit, nous, c'est un horaire aussi qui pourrait arranger l'entreprise. Ça ne coûte pas plus cher qu'avant. Donc, en soi, voilà, c'est à coût ISO. Par contre, ça nous fait plus de volumétrie de travail sur les premiers jours de la semaine, là où on a plus de travail que le vendredi. Donc, normalement, on devrait s'y retrouver. Mais si on ne s'y retrouvait pas, on reviendrait en arrière. Sur l'autre site, avec le travail sur 4 jours où on y est passé, on fait un système, parce que j'ai un des dirigeants qui n'est pas convaincu de la méthode non plus, du coup on fait à l'année. Donc il y a un jour, on pourrait arrêter potentiellement, mais on sait que ça gronderait dans les ateliers. Donc pour l'instant, ça fonctionne, donc on garde ce système sur 4 jours. Ok, merci. Valérie, tu as levé la main. Oui, Clément, je voulais savoir si sur l'usine qui est à 4 jours, vous avez des gens à temps partiel. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à temps partiel et auquel cas, comment tu décomptes le temps de travail en fait? En fait, comme ceux qui sont sur 4 jours travaillent 38 heures, ils sont à temps complet, Ouais. mais en heures travaillées. Donc, j'ai aucun problème avec les temps partiels parce que celui qui serait à 20 heures parce qu'il est en temps partiel, je le paye 20 heures. Peu importe le nombre de jours travaillés, vu qu'il est sur des horaires.
Donc, je n'ai pas de problème juridique de paiement d'heures ou quoi que ce soit. Après, sur les congés payés, c'est plus là le truc un peu où il faut prendre du temps pour expliquer aux salariés. Mais un salarié qui me prend les 4 jours de congé, je lui en décompte 5 parce que ça équivaut à une semaine de congés payés. Et celui qui me prend une journée par-ci par-là, dès qu'il a pris 4 journées par-ci par-là, je lui en décompte une 5e parce que pareil, ça revient à faire une semaine de congé. Sinon, ils auraient plus de vacances que quelqu'un qui serait sur 5 jours à temps complet. Exact. Donc, c'est toi qui fais ce décompte-là, en fait. Okay. Oui, tout à fait. Par contre, sur tout ce qui va être arrêt maladie ou vu qu'on déclare au réel les heures manquantes, on s'en fiche en fait du nombre de jours travaillés. C'est vraiment les heures, donc là, ça va. Ouais. Ok, merci. C'est beaucoup moins problématique que ce qu'on va avoir à PhotoWeb, par exemple, avec des journées plus grosses en début de semaine et une journée plus courte en fin de semaine, où là, quand on est en arrêt, quand on est en congé, il faudra toujours réexpliquer les choses, mais ce sera moins facile à expliquer, je pense. Et juridiquement, j'ai la même question qu'à Audrey. Pas de problème particulier, à part ce système de décompte qu'il faut expliquer, j'imagine, il n'y a pas besoin de rien toucher, il suffit d'expliquer. Mais Oui, tout à fait. En fait, là, vraiment, alors sur la semaine de 4 jours, le problème particulier qu'on pourrait avoir, c'est si on reste, c'est de repasser à 5 jours. Là, ce serait vraiment un changement des conditions, du contrat de travail plutôt qu'une modification des conditions de travail. Et la distinction, laquelle elle est, changement du contrat de travail, c'est qu'on touche à un élément substantiel du contrat de travail, il faut l'accord du salarié. De passer de 4 à 5 jours travaillés, clairement, on est dans un changement substantiel de l'économie du contrat, donc il faut avoir en face un avenant. Si le salarié ne signait pas, ce serait embêtant. Donc, il faudrait qu'on passe par un accord d'entreprise qui, lui, vu que c'est des salariés en heures et non au forfait, s'appliquerait à tous les salariés. Mais il y a toujours un risque, c'est qu'on n'arrive pas à avoir cet accord avec nos délégués syndicaux. Donc là, j'ai plus de risques qu'à PhotoWeb, où PhotoWeb, on touche à la marge des horaires, où là, j'ai besoin de rien. En fait, c'est moi qui peux imposer les choses. Après, dans l'état d'esprit, on n'est pas du genre à imposer. La preuve, on construit les horaires avec nos équipes. Mais si, pour une raison X ou Y, ça se passait mal, je pourrais faire machine arrière facilement. Ok. Oui, Audrey. Je suis désolée, j'ai mon truc réaction qui est coincé, donc j'arrive pas à lever la main. Donc bon, je lève la main comme ça. Moi, ce que j'aime dans le témoignage de Clément, c'est en fait, on voit bien que ce débat sur la semaine des 4 jours, il est passionné, il est dogmatique et il n'est pas forcément objectivé. Et ce que j'aime dans ton témoignage, Clément, c'est qu'en fait, ce que tu arrives à démontrer, c'est qu'il n'y a de bonnes solutions que celles qui s'appliquent à un contexte particulier. Nos grandes différences entre toi et moi, c'est que vous êtes une entreprise de production. Nous, on est une entreprise de service. Et du coup, je pense que les contraintes ou les impacts sur l'organisation du service, sur le degré d'acceptabilité, ne sont pas du tout les mêmes. Et ce que j'aime aussi, c'est le pragmatisme de la démarche, c'est-à-dire que vous avancez, vous construisez, vous acceptez de revenir en arrière, etc. Et c'est hyper pragmatique. Et du coup, finalement, ça tue un peu le débat qu'on entend actuellement des pour et des contre. Il ne peut pas y avoir que des pour et que des contre. Il peut y avoir que des solutions adaptées à un contexte d'entreprise particulier. Et ça, on l'oublie souvent, en fait. Je suis On a l'impression qu'il faut être d'un d'accord. côté ou de l'autre, mais ce n'est pas si simple que ça, le débat sur les 4 jours. Complètement. Et ça, c'est la chose la plus dure à expliquer en tant que DRH aux élus. Parce que les élus, des fois, ils arrivent avec des positions dogmatiques j'ai lu que chez LDLC, ils faisaient comme ça, donc il faut qu'on fasse la même chose. C'est génial ce qu'ils font. Bah ouais, mais en fait, on n'a pas le même business, pas les mêmes métiers, pas la même santé financière, pas la même. On n'a rien de pareil. Du coup, c'est compliqué de toujours vouloir transposer les choses. C'est beaucoup plus facile d'avoir des dogmes, on va dire, sur des positions managériales, des postures managériales, des techniques de management, où là, effectivement, je pense que c'est plus facile de transposer des choses à n'importe quel métier. Par contre, sur l'organisation du travail, je pense qu'il peut y en avoir autant que d'entreprises, en fait. Oui, c'est ça. Et finalement, le bon ingrédient, c'est que c'est construit avec les acteurs. Oui, tout à fait. Est-ce que
moi, ce que j'ai retenu par rapport donc j'ai fait partie là avec Philippe, on a écouté et Philippe accompagne une douzaine d'entreprises, donc avec un cabinet en Occitanie là sur ces questions-là. Et ce qu'on a beaucoup entendu pendant la journée, c'était cette notion effectivement d'expérimentation. Il faut pas, enfin, c'est compliqué de revenir en arrière. Et puis la notion aussi d'équité. On peut pas. Il faut faire vachement attention. Donc ils étaient très, comment dire, soucieux de l'équité en disant, bah, si on fait quelque chose, c'est pour tout le monde. Donc se pose un peu la question. Enfin, j'ai l'impression par rapport à ce que tu dis, c'est que cette souplesse-là, donc visiblement, vous avez réussi à la mettre en place. Mais enfin, qu'est-ce que tu dirais à ces chefs d'entreprise qui ont très peur de l'expérimentation, enfin pas de l'expérimentation, mais du retour en arrière, d'essayer avec une population et pas avec l'autre? Qu'est-ce que tu leur dirais, toi? Bah, que s'ils veulent se rassurer, c'est toujours bien d'essayer de faire un test sur un service, sur une unité, sur une usine. Il n'y a pas grand-chose à perdre en fait. Au pire, on perd un peu de temps, mais on ne va pas perdre, on va pas se mettre dans le rouge sur le bilan parce que pendant 6 mois ou 3 mois, on a testé une nouvelle organisation du temps de travail. Et j'ai même envie de dire, toutes les autres décisions qu'ils prennent dans leurs entreprises, c'est des risques à chaque fois. Quand on va vers l'avant, on prend une décision. Si on en prend une, par définition, c'est qu'on n'en a pas pris une autre de décision. Donc, c'est qu'on a pris un risque à un moment et c'est ça qui fait que la société, elle avance. Et souvent, le frein, c'est le droit du travail, c'est le risque prud'homal, parce que c'est vrai que c'est très, 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 très franco-français, ce genre de risque, dès qu'on touche à l'organisation du travail et au contrat. Mais s'ils l'accompagnent bien, en discutant beaucoup avec leurs élus et en mettant toutes les règles du jeu dès le départ, ils ne prennent aucun risque à tester. On teste pendant 3 mois et à la fin, on part du principe qu'on revient à l'état initial. Sauf que si jamais ça marche bien, il a encore la possibilité de dire finalement, en fait, le test a bien marché, j'avance, on déploie. Donc, pour moi, le risque, il est très faible d'essayer. Clairement, le risque, il n'est pas là, quoi. Il est à ne pas essayer, peut-être. Ok. Oui, Audrey. Alors, c'est pas pour être dissonante avec ce que tu dis, Clément, j'entends la question du risque mesuré. Et en même temps, je pense que dans ce type de démarche, il faut que le dirigeant soit un peu disruptif et qu'à un moment donné, il force un peu les choses. Il faut qu'à un moment donné, ils disent on y va. Enfin, tu vois, parce que, et finalement, nous, c'est le Covid qui nous a aidés à faire ce pas-là. Parce qu'il n'y avait pas le choix. Et d'ailleurs, oui, vous, le déclencheur, c'est le Covid aussi. Et du coup, je me dis, le dirigeant aussi, à un moment donné, il faut qu'ils disent on y va et qu'ils cassent un peu le. Parce qu'à essayer de composer tout le temps, enfin, faut qu'ils disent on y va, allez. Et qu'ils prennent tous ces risques. Ok. Oui, Pascal, pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu ta main. Est-ce que j'ai le droit de poser une question à quelqu'un d'autre que nos deux invités? Oui, Pascal. Bien Moi, sûr. je voudrais poser une question à Antoine par rapport à ça, où toi, chez Ardis, vous êtes vraiment sur la notion de forfait jour, vous êtes une société du numérique avec des clients à qui vous facturez à la journée, un peu comme nous. Quelle réaction tu as par rapport à tout ça, finalement? Et quelle réflexion vous avez chez vous déjà par rapport à cette question peut-être de la culture client, puisqu'on est peut-être, et Ardis est plus en lien direct avec le client, puisque facture en prix de journée, finalement. C'est exactement les. Alors, pour être très honnête, on est au démarrage, donc on est plus dans le questionnement. Alors, moi, je suis tout à fait en ligne avec. Et puis, en l'occurrence, notre dirigeant, donc pour moi, les deux témoignages qui viennent d'être faits sont en ligne. Grosso modo, notre dirigeant, il nous pousse à aller faire de l'expérimentation sur 3 mois. Il dit on teste et puis on verra. Et si ça marche pas, ça marche pas. Et moi, justement, l'objectif, c'est de construire un peu les modalités qu'on peut mettre en place là-dessus. Parce qu'effectivement, nous, on facture des jours. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Moi j'ai clairement envie qu'on teste. Et on a deux choses aussi avant de vraiment tester. La première, c'est qu'on va aller voir les clients pour leur demander ce que ça donne. Et leur expliquer un peu la démarche et leur proposer différentes modalités pour être transparent. Les modalités sur lesquelles on se dirige, enfin, ou plutôt on a eu des idées, ça serait de dire en fait, c'est comme un 80%. Alors, une deuxième modalité sur laquelle on réfléchit, c'est de proposer des binômes. C'est-à-dire que
plutôt que, comme on a 2 consultants à 4 jours par semaine, et si le client il veut 5 jours par semaine, et il a 2 consultants euh, à 100%, et en l'occurrence, avec les avantages que ça peut avoir, qui est que si un consultant il prend des vacances, il y a l'autre qui est là, potentiellement. Donc, de créer des binômes. Alors, comment on va le vendre, comment on va faire cette proposition, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais c'est en réflexion. Et moi, j'ai pris un rendez-vous la semaine prochaine avec une personne à Lyon qui a mis ça dans une société de consulting, qui a mis ça en place. Et donc, voilà, je vais aussi aller prendre un peu des informations de leur côté, avoir un petit rec de sa part. Ok, merci. Ça répond à ta question, Pascal? Oui, très bien. Parce que, est-ce que tu t'es posé la question de la semaine de 7 jours avec 2 consultants, un qui fait 4, l'autre qui fait 3 parce qu'il bosse le dimanche, par exemple? Est-ce que ça pourrait aller jusque-là, par exemple? Je suis pas encore allé là, et je t'avoue que j'aurais pas soufflé ça à mes débuts. Mes premières semaines. Ok. Je vois que Clément a levé la main. Ouais, c'était juste plus pour une petite réaction, mais en fait, quand on passe à la semaine de 4 jours, en forfait jour, on a quand même beaucoup plus d'énergie les 4 autres jours. Vraiment. Hein. Du coup, je pense que, enfin, je le vois, moi, je le vis. J'abats le même travail qu'en 5. C'est juste que je suis vraiment plus efficace. Et je pense que des consultants pourraient tout à fait facturer un peu plus cher la journée parce que vous feriez plus. En fait, vous ne feriez pas une journée, vous feriez une 25 sur une journée. Alors juste au passage, moi je suis à 80% depuis que je suis chez Ardis, donc ça fait bientôt 4 ans que je suis à 80%. Aujourd'hui, moi je gère une équipe de 15 personnes sur du développement logiciel à 80% en tant que product owner. Et je confirme que, alors moi je suis payé 80%, hein, comme toi, mais par contre, effectivement, d'un point de vue efficacité, ouais, je suis plus efficace que quand j'étais parce que j'ai aussi fait ce métier hors Ardis en tant que consultant à 5 jours, et je suis plus efficace à 4 jours qu'à 5 jours. Donc oui, je suis d'accord que l'augmentation du TJM, l'augmentation de la facturation est aussi une piste. Et tiens, pour aller dans les pistes, on a aussi de pouvoir aussi proposer des modèles où on facture plus au forfait qu'au jour. Mais c'est pas si simple, de ce que j'ai compris. Oui, je vais continuer. Clémence, sauf erreur de ma part, parce que je ne sais pas si j'ai bien entendu à un moment donné. Est-ce que tu as parlé d'un impact organisationnel, enfin cette notion de Audrey a parlé beaucoup de cette organisation libérante qui aurait permis ou qui aurait bien accompagné tout ça. Est-ce que toi, il y a quelque chose de cette nature-là dans ce que tu peux conseiller, préconiser en fonction de ton expérience, en se disant, bah voilà, c'est vrai que c'est pas juste, c'est pas numérique, mais il y a bien quelque chose de plus large. En tout cas, moi, dans l'expérimentation d'Occitanie qu'on a vue avec Philippe la semaine dernière, les gens disaient qu'effectivement, c'est important de réfléchir plus globalement. Enfin, même s'ils ne savent pas, il y a une entreprise qui disait, même si je ne sais pas si on va passer aux 4 jours, en tout cas, on trouve ça intéressant de réfléchir sur l'organisation à travers cette réduction du temps de travail. Voilà, on ne sait pas où ça va nous mener, mais au moins, ça sera intéressant de l'avoir fait. Alors, du coup, le changement des horaires de travail n'a pas amené cette réflexion directement sur certains sites. Par contre, par exemple, là, sur PhotoWeb, ça a poussé sur l'autonomisation des équipes en production. Alors, on n'appelle pas ça l'entreprise libérante parce que ce n'est pas un terme qui convient à notre entreprise. Par contre, on est sur l'autonomisation et la responsabilisation des équipes parce qu'il y aura des périodes où il n'y aura pas de manager sur site. Du coup, il faut bien que les équipes qui soient là puissent gérer et se sentir à l'aise et pas se dire juste c'est 3 heures où j'ai pas de manager, donc cool, c'est les vacances. Donc on travaille vraiment en parallèle sur l'autonomisation et la responsabilisation des équipes. En production, j'insiste là-dessus. Hein. Sur les bureaux, en fait, là-dessus, ça fait déjà de nombreuses années qu'on est déjà comme ça. Les gens, personne pointe, on n'est pas du tout à contrôler ou à fliquer qui que ce soit. C'est la délivrabilité du job dans les délais où on s'est mis d'accord ensemble qui est le juge de paix, en fait. Et nos collaborateurs s'organisent comme ils veulent. Ils font du télétravail comme ils veulent, d'où ils veulent.
enfin comme ils veulent pas exactement. Il y a 11 jours par mois où ils doivent être sur site. Et du coup, il y a 11 jours par mois où ils peuvent être chez eux ou ailleurs. S'ils veulent faire les 11 jours d'affilée sur PhotoWeb et puis après aller travailler l'autre partie du mois, j'en sais rien, moi, à Marseille, ils peuvent. Il n'y a pas de problème. Ça participe à la responsabilisation de nos équipes. Ok, super. Oui, Audrey. Oui, et je suis d'accord avec ce que dit Clément. Et même du point de vue des managers aussi, ça casse un peu le mythe du manager omniprésent, omniscient. Enfin, de dire quand on n'est pas là, la Terre continue à tourner. Du coup, ça fait évoluer aussi la mentalité des managers voilà, faites confiance Nous, aux on a une équipes, philosophie dans le groupe, hyper c'est que autonomes. personne n'est indispensable. De notre Ouais. président à n'importe qui, personne ne doit être indispensable. Si quelqu'un est indispensable, c'est qu'on est mal organisé. Ok, merci. Oui, Nathalie. Oui, moi j'ai une petite question encore de votre expérience à tous deux, Clément et Audrey, parce que moi j'ai quand même rencontré pas mal d'entreprises, enfin j'en rencontre encore, où aujourd'hui cette culture de la confiance, cette culture de manager par les objectifs ou par justement la délivrabilité de ce qu'on a à faire, elle n'est pas si facile que ça pour les managers. Est-ce que vous avez mis en place des choses pour les accompagner sur cet axe-là? Ou ça Alors s'est fait nous, petit à oui. petit? Non, nous, on a mis en place des choses. On a déjà créé une communauté managériale qui est animée par, en partie moi et l'autre personne, c'est la responsable de l'innovation chez nous, qui fait très peu d'innovation produit, qui travaille beaucoup plus sur les innovations managériales et innovations d'entreprise. Où on n'essaye pas d'uniformiser leur management parce qu'on part du principe, nous, que chaque manager a aussi son style en fonction de sa personnalité, ça, on ne veut pas le casser. Mais par contre, pour leur donner une cible un peu commune, un horizon commun vers lequel on veut tendre en tant que manager. Et donc, on leur fait des interventions une fois par trimestre là-dessus. Et puis, eux, ils travaillent beaucoup entre eux avec du codev, des ateliers de feedback, pour justement avancer avec cette cible d'avoir des équipes autonomes et responsabilisées dans leur périmètre, que ce soit aux expéditions, mais au marketing, à l'IT ou en production. Donc moi, ce que je retiens, je vais noter deux choses, le besoin de maturité de l'organisation et le fait de ne pas hésiter à expérimenter. Donc où j'en suis, c'est que j'ai envie de continuer à creuser pour mener l'expérimentation chez nous. Et la suite, alors moi je découvre la communauté, donc je ne sais pas exactement ce que je peux attendre. Néanmoins, ce que je peux voir, c'est potentiellement, je pense que je vais être amené, si j'arrive à avoir enfin, voilà, je suis en train d'essayer de me ménager du temps pour le creuser un peu ce sujet chez moi. Et derrière, donc, je pense que je vais avoir à le présenter à certains niveaux de direction. Ce serait peut-être avoir un retour de la communauté sur la présentation que je vais construire pour pouvoir être challengé positivement avant de le présenter. Ah, c'est une très bonne idée. Enfin, on sera heureux de te rendre service et on sera très heureux d'avoir ton retour de popote par rapport à la synthèse et ce que tu souhaites présenter. C'est une excellente idée. Enfin, je vais. Enfin, voilà, c'est une excellente idée. Je pense que je peux dire oui avec grand plaisir pour la communauté. Merci Antoine. Tu passes la parole à qui? Angélique. Allez, Angélique. Merci. Qu'est-ce que je retiens? Alors, premièrement, que j'ai vraiment apprécié cette expérience. Ça a vraiment répondu à mes besoins. Un grand merci encore, Odile, pour l'animation, parce que ces 2 heures qui passent super rapidement, on en ressort plein d'énergie, enfin, j'en ressors plein d'énergie. Et surtout pour la qualité des témoignages qui étaient très différents, mais qui nous permettaient d'avoir ce panel d'expérience, et c'est ce que j'attendais.
J'en retiens vraiment voilà, l'importance du contexte, du sens, l'expérimentation, la maturité, le support du leader. Où j'en suis, moi, ça va me permettre en fait de pouvoir répondre plus assurément sur les questions qu'on peut me poser, sortir des dogmes des syndicats quand ils nous posent ces points-là en CSE. Et pour le moment, moi, je n'ai pas besoin de suite dans le sens où, voilà, c'était plutôt pour ma propre gouverne. Je ne pense pas que notre entreprise, et en tout cas, je n'ai pas pour le moment le soutien de mon leader sur ce sujet-là, donc qu'on soit prêt à y aller, mais après, ça peut changer très, très rapidement. Mais en tout cas, voilà, pas dans l'immédiat. Ok. Merci. Merci Angélique. Et tu donnes la parole Et je à… donne la parole à Clément qui est à la suite. Allez, Clément. Merci. Moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui intéresse du monde. Tout le monde s'interroge un peu. Même quand on essaye, je continue de m'interroger sur ce qu'on fait, si ça peut vous rassurer. Donc, j'invite tout le monde à se poser les questions en général, pas que sur la semaine de 4 jours, et puis à savoir remettre en question ce qu'on fait pour l'adapter. Les ressources humaines, c'est quelque chose qui évolue constamment, je trouve. On ne fait pas des ressources humaines comme on en faisait il y a 10 ans ou 20 ans, et on n'en fait pas aujourd'hui comme on en fera dans 30 ans, très probablement même dans 10 ans. Donc, si on ne bouge pas et si on ne teste pas, je pense qu'on meurt. Voilà. Waouh, joli comme message. Parole à Héloïse. Héloïse. Oui, alors moi, ravie d'avoir eu ces retours d'expérience-là aussi. Je vois vraiment que faut vraiment pas chercher en fait à appliquer le même modèle partout. Moi, c'est ce que peut-être j'aurais eu tendance à vouloir faire si j'avais dû mettre ça en place dans une des organisations où j'ai travaillé. Pour effectivement avoir tout le monde sur un pied d'égalité. Or, non, il faut quand même réfléchir à qu'est-ce qui est le mieux pour les équipes, telle ou telle personne en particulier. Et donc, ne pas hésiter effectivement à segmenter ce modèle-là en fonction des périmètres et des personnes et des types de métiers. Moi, pas de suite spécialement attendue de ma part, mais en tout cas, très riche comme enseignement. Et j'avais pu lire aussi pas mal d'articles à ce sujet sur ce qui a été fait à grande échelle au Royaume-Uni. Et donc, c'est très intéressant d'avoir des exemples dans différents secteurs en France. Merci. Merci Héloïse. Et tu passes la parole à Philippe. Allez, Philippe. Le micro. Merci, alors merci et, à tous, et puis gens qui ont accepté de témoigner. Moi, je repars avec quelque chose d'encore plus fort. C'est qu'il y a quand même le leitmotiv de la semaine de 4 jours qui est dans la presse, on entend parler un peu partout, et je trouve que les exemples qu'on a eus nous disent autre chose. Nous disent qu'il y a un compromis à trouver en fonction des situations du travail, de l'atelier, du métier, des activités, etc. Et que autour de la semaine de 4 jours, globalement, quand on regarde un peu la littérature, il y a 2 scénarios qui sont mis en avant. C'est on passe tous à 32 heures. Et par rapport à la préoccupation qu'avait Odile tout à l'heure sur les entreprises qui se posent des questions sur l'expérimentation et le retour en arrière, c'est celles qui disent on va faire le pari de passer à 32 heures. Celles-là, elles se disent et si ça ne marche pas, est-ce que je peux avoir un peu quelque chose en termes d'amortisseur, d'autres, on reste sur le même temps, on appelle ça la semaine comprimée. Donc, c'est se dire il y a des compromis à trouver et que dans ces compromis, moi j'ai entendu qu'il y a des intermédiaires. C'est-à-dire que, alors j'y pense par rapport aux structures qui vendent en jours, peut-être on ne va pas passer à 4 jours par semaine, mais peut-être qu'on aura un jour tous les 15 jours. Il y a cette idée de chemin-là, de compromis. Donc, je retiens compromis, expérimentation. Et peut-être qu'il y a autre chose que la semaine de 4 jours. Il y a la question de comment on reparle du temps de travail dans les organisations, tout simplement. Merci beaucoup. Merci Philippe. Et tu donnes la parole à Et je donne la parole à Eva. Eva. Alors moi, vraiment un
beaucoup d'intérêt pour les témoignages et puis les réactions aussi de chaque participant. Donc, merci beaucoup à Kofi déjà d'avoir organisé ça et à ce niveau-là d'échange et de transparence parce que c'est pas évident quoi, de pas être simplement dans la vente, la promotion quelque part d'un système et de sa boîte par ce système. Donc là, j'ai trouvé que c'était vraiment de qualité. Et ce que je retiens, c'est le fait d'expérimenter. C'est un peu comme ça qu'on voyait les choses. Alors, on ne réfléchit pas qu'à la question du temps de travail, mais plus largement, on aimerait, même si ça ne sera probablement pas rapidement, aller plus loin dans des questions de management très participatif, voire d'autogouvernance, quoi. Et donc ça fait forcément partie des sujets à débattre, mais voilà, nous, pour l'instant, l'idée, c'était de le prendre dans l'autre sens, de dire on commence par donner plus de pouvoir et quelque part de décision et d'autonomie aux salariés, et on arrivera sur tous ces sujets au fur et à mesure avec quelque part cette prise d'autonomie, de responsabilité des salariés, quoi. Et puis, ouais, très intéressée par le retour aussi côté Ardis. Moi, c'était une idée que je m'étais faite aussi, de me dire si de toute façon on veut aller vers une nouvelle organisation du travail et du temps de travail, il faudra aller chercher les clients en fait. Et il faudra convaincre les clients parce que non, de toute façon, ce sera voué à l'échec, quoi. Donc voilà, c'était complémentaire à ce que j'avais imaginé. Et sur alors, je sais pas si on peut dire la suite ou moins, en tout cas, un sujet sur lequel ça m'intéresserait beaucoup de partager parce que justement, j'ai pas de réponse. C'est cette question qui a été abordée au départ de la course au salaire en ce moment et notamment de la course au salaire candidat. Et voilà, je le savais déjà, mais je suis toujours complètement interpellée de me dire que par exemple, chez Alba Habitat, tout ce que vous avez et tous les avantages énormes que vous avez suffisent pas avec un salaire normal de marché à convaincre des candidats actuellement. Et je me dis, on est dans une espèce de folie, quoi, de frénésie. Et comment on fait collectivement pour que le salaire ait sa place, bien sûr, mais qu'il reprenne sa juste place, quoi. Ok. Alors Clément, j'ai vu que tu avais levé la main, mais ça m'embête. Ok. Audrey, je te donne la parole. C'est difficile de. Moi, ce que je retiens, c'est effectivement, il n'y a de bonnes solutions que celle qui est adaptée aux besoins et aux spécificités de l'organisation et qu'on ne peut pas être dans un modèle qui s'applique ou ne s'applique pas. En termes de besoins, s'il devait y en avoir un, il y a effectivement cette réflexion sur comment capter les talents. Alors, je vous rassure, on recrute quand même. Pas 70 recrutements par an, mais les recrutements sont plus longs, plus négociés, plus voilà. Et puis, il y en a un autre quand même qui est une des questions qu'on a abordées à la fin des échanges, c'est vrai que pour le manager et pour moi aussi, c'est comment fixer des objectifs réalistes par rapport à ce qui est une charge de travail honorable. C'est une vraie question. Comment on mesure? Alors, c'est vrai que peut-être que les entreprises de services, elles ont cette logique de facturation et de dimensionnement des prestations, mais nous qui sommes sur des projets, des services, c'est très difficile de dire tu vas travailler tant de semaines, tant de jours sur un projet. C'est tellement particulier, lié aux spécificités des individus, aux événements extérieurs. Enfin, c'est pas si simple que ça, quoi, de dire on manage par objectif et on est en interrogation permanente là-dessus. Voilà. Super. Et merci d'avoir permis ce partage de témoignages. Nathalie, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je veux bien. Moi, vraiment, j'apprécie particulièrement la transparence de vos partages, Audrey et Clément. Et vraiment, c'est du concret, c'est très pragmatique. C'est vraiment un retour d'expérience qui est riche parce que c'est pas de la théorie, c'est pas du blabla, quoi. C'est la vraie vie et c'est les constats que vous faites qui sont très, très enrichissants pour les réflexions qu'on peut mener sur ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour ça. Super, merci. Moi, j'ai envie de donner mon petit mot aussi. Moi, ce que je retiens, c'est cette notion de les retours arrière possibles, donc cette notion d'expérimentation de retour arrière, parce qu'effectivement, la semaine dernière, ça paraissait plus compliqué. Et le deuxième point, c'est
ce que j'ai adoré, en fait, c'est que je pense qu'à travers la question de la semaine de 4 jours, c'est qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qu'on attend d'un salarié, qu'est-ce qu'on attend de son… Enfin, c'est cette notion de contrat, en fait. Et que passer contrat, en fait, avec son chef, avec ses collègues, avec ses collaborateurs uniquement sur du temps de travail, en fait, ça ne marche pas. Et que ça remet en cause un peu tout ça sur… c'est ce que disait Audrey, en fait, on s'en fout de savoir finalement le temps qui est fait. C'est est-ce que les clients sont… Est-ce qu'il y aura quelqu'un qui fait l'accueil des clients et voilà, donc c'est toutes ces questions-là. Enfin, moi, je trouve qu'à travers ces questions sur le temps de travail, ça ouvre sur beaucoup de choses et sur beaucoup de questionnements qui sont importants aujourd'hui dans les entreprises. Et je trouve que ça les concrétise et ça les oblige et ça nous permet tous d'avancer par rapport à ça. Donc, merci. Je pense que Clément et Audrey de nous avoir permis de conscientiser tout ça encore plus. Et puis c'est voilà. Donc, moi, je vous remercie beaucoup de tout ça. En termes de suite, pour la règle du jeu au niveau de la communauté, c'est que voilà, c'est une communauté qui est à votre service, à notre service, et que toute préoccupation, tout besoin, tout questionnement ou toute proposition sont bienvenus. Donc, j'en ai noté 3 et je ferai un suivi par rapport à ça pour pouvoir effectivement voir dans quelle mesure on peut pousser, on peut vous aider à avancer par rapport à ça. Donc, un grand merci à tous. J'ai adoré. Je trouve que c'est comme un vendredi après-midi. Donc, voilà. Et je vais avoir du mal à revenir au boulot demain matin. Voilà, ça me fait vraiment envie cette semaine de 4 jours. Il faut que je discute avec mes collègues là-dessus. Et puis, bienvenue aux prochaines rencontres. Et puis vraiment, bienvenue et continuez comme ça, changez rien. C'est vraiment chouette de vous avoir. Bonne fin de journée à vous et au plaisir. Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci à Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.